Cécile de Ménibus. Vaut mieux parfois être à l'antenne que hors antenne, je vous le dis tout de suite. Parce que, bon, mon Dieu, c'est un désastre. Oh, au niveau des vannes, Philippe David, c'est un désastre. Il est horrible. Hein? Oui. Non, tout va bien. Mon Dieu, vous me faites peur. Philippe David, tiens, pendant que vous avez le verbe haut, si je puis dire, vous avez envie de nous dire finalement que l'Europe est woke. Il est décadent. Les vraies voix Sud Radio. Seul contre tous. Oui, alors c'est Kaja Kallas, madame politique étrangère de l'Union européenne, qui a répondu à Marco Rubio, qui était à Munich, le secrétaire d'État américain, donc ministre des Affaires étrangères, qui a dit tout le mal qu'il pensait de l'Europe, et Kaja Kallas a cru bon de répondre que l'Europe n'était pas décadente et woke. Alors, je me demande ce qu'il faut à madame Kallas pour ne pas voir la décadence de l'Europe qui a totalement disparu. Mais totalement disparu dans le concert politique mondial. Regardez bien ce qui se passe au Proche-Orient. L'Europe n'existe plus, mais plus du tout. L'Europe n'a plus aucune... Les pays d'Europe, en tant que nation, et alors même pas l'Europe, n'ont plus aucun poids nulle part. C'est un géant économique, mais même pas un nain, mais un lutin politique. Les Européens se tirent à vue les uns les autres parce que l'Allemagne ne pense qu'à une chose, tirer la couverture à elle. On l'a vu notamment là avec le SCAF récemment, le projet d'avion de combat. Bref, et alors je ne parlerai pas du wokisme parce que là il y aurait tellement à dire qu'on devrait prendre l'émission des vraies voix, plus Magali Berda, plus Jacques Pessis et rester jusqu'à minuit. Et je pense que vous n'avez pas envie d'y rester. Et donc l'Europe aussi est woke, complètement, il a raison Rubio, décadente et woke, donc oui, ça me fait mal de le dire. Parce que je suis quand même un Français et un Européen, mais Marco Rubio a raison. Mon cher Philippe. Vas-y, non, je vous en prie. Non, mais allez-y. Mon cher Philippe, c'est le propre du seul contre tous. Vous défendez un point de vue en excluant radicalement tout ce qui le bat en brèche. C'est-à-dire qu'en réalité, dire que l'Europe est woke et d'autre part qu'elle est décadente, c'est vrai en partie, mais il serait absurde de ne pas nier les efforts qu'elle fait pour éviter de tomber dans ces dérives-là. On ne peut pas soutenir que globalement elle l'est et que, en définitive, depuis quelque temps, il me semble qu'il y a des sursauts sur beaucoup de registres qui font que l'Europe peut-être a pris conscience de ce qu'elle risquait de devenir si elle s'abandonnait à une faiblesse délétère. Philippe David me supporte moi, parfois parce que et moi alors vous êtes un peu raide avec moi. Oui, un petit peu raide. Non mais moi j'aurai l'autorité, je vous prendrai votre passeport, Philippe David. Ça y est. Je vous le déchirerai, je vous enverrai vivre aux États-Unis là-bas. Vous avez vu, j'ai la déchéance de nationalité, ce que Hollande n'a pas osé faire. Animer une radio dans le Wyoming ou je sais pas où là-bas. Ah, c'est beau le Wyoming. Épousez-moi comme ça vous revenez. Comment vous pouvez vous permettre de taper et Philippe Bilger a raison sur l'Europe comme ça, c'est vrai qu'on a des défauts, mais on essaie quand même de s'en sortir. Taper sur l'Europe en disant qu'on est des wokistes, qu'on est des décadents. Oui. Vous vous rendez compte des propos que vous tenez? Mais c'est pas moi, c'est Marco Rubio. Oui, mais vous êtes d'accord. Vous les reprenez. Mais il dit vrai. Vous êtes l'ambassadeur de Marco Rubio. Mais c'est quand même scandaleux ce que vous dites. Mais malheureusement, il dit vrai. Et ça me fait mal au tripes de le dire. C'est comme quand je vois la France s'effondrer, je vais vous dire, ça me donne envie de pleurer. Mais il y a des choses qui fonctionnent aussi. Oui, tout le monde en a discuté dans l'émission. Il y a plein de choses qui marchent quand même dans ce pays. Il faut arrêter. Et en Europe aussi, d'ailleurs. Samuel Botton. Moi, j'aurais bien écouté Philippe David nous parler de wokisme pendant les 30 prochaines minutes pour étayer le propos. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. À cela, je dirais, je ne suis pas d'accord avec les termes décadente et wokiste. D'ailleurs, je ne les comprends même pas, pour tout vous dire. Par contre, si on veut mettre un point d'alerte sur l'Union européenne et aujourd'hui, son plus gros problème, c'est effectivement la faiblesse de ses dirigeants. Chose qu'on a vu à de nombreuses reprises quand il a fallu aller négocier, enfin, si on peut appeler ça négocier, face à Donald Trump, notamment sur la question des droits de douane. On a négocié à Canossa. Non, c'est pour ça que j'ai dit négocier, si on peut dire que c'est négocier. Je pense que voilà, aujourd'hui, notre principal problème, c'est la faiblesse de nos dirigeants qui sont incapables d'imposer un tempo, qui sont incapables d'imposer une adversité à ceux qui parfois viennent nous chercher des noises. Mais quand j'entends l'Europe est wokiste et décadente, je vous le dis à vous, mais je devrais le dire à Rubio. Expliquez-vous, monsieur, parce que votre phrase est incompréhensible. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Là, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Décadente en quoi? Wokiste en quoi? Moi, je vous... Qu'est-ce que le wokisme, finalement? La décadence, je vous réponds très simplement. Il y a encore 50 ans, les pays d'Europe pesaient dans la politique mondiale. Aujourd'hui, l'Angleterre ne pèse plus rien sur le Commonwealth. On va pas se raconter d'histoire. Elle n'est plus dans l'Union européenne. La France ne pèse plus rien dans son dernier précaré qui est l'Afrique, parce qu'avec Macron, on s'est fait débarquer de partout. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les États-Unis, il reste la Russie et il reste la Chine. Mais l'Europe a totalement disparu, et en particulier, et ça me fait doublement mal aux tripes, la France. Merci beaucoup, Philippe David. Et on a fini de toute façon. Voilà, c'est le gong. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Mais oui, j'aime ça. Et c'est au tour d'un autre Philippe Bilger, deux manières judiciaires de sous-estimer le racisme, de le voir partout ou de le voir nulle part. Absolument, ma chère Cécile, et j'ai décidé de quitter les cimes philosophiques sur votre conseil également pour rentrer dans le vif de débat plus sérieux. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. En fait, j'avais rien compris à la question, moi, en fait. Oui, mais c'est peut-être pas un critère d'intelligence. Mais vous êtes policier, hein, non, c'est l'art de la nuance. Plus sérieusement, le président de SOS Racisme avait dénoncé l'indifférence et même pire, le déni judiciaire à l'égard du racisme. Et ça peut être discuté, mais pour ma part, je crois que autant il serait scandaleux de tergiverser parfois dans des évidentes incriminations qui devraient voir complétées par du racisme ou de l'antisémitisme. On en a quelques exemples où la justice peut-être a trop tardé. De la même manière, il me semble qu'il serait mauvais d'abuser de la qualification raciste et de la voir partout. En définitive, on la banaliserait. En revanche, j'estime que il faut être très vigilant et lucide lorsqu'on qualifie pénalement et qu'on ajoute ces critères de gravité. Mais je ne voudrais pas laisser croire que Dominique Sopo a totalement raison lorsqu'il fait cette accusation globale à l'égard de la justice qui, je crois, aujourd'hui, n'est plus du tout indifférente au racisme et à l'antisémitisme. Philippe David. Bon, alors moi déjà, SOS Racisme, je me rappelle comment le qualifiait un grand écrivain, Jean Edernalier. J'adorais la plume. Il les appelait sauce racisme. S-A-U-C-E, une sauce racisme, parce que il mettait tout à la sauce racisme. Et c'était très juste, et comme disait Pierre Desproges, SOS Racisme est très fort, alors je vous fais la citation qui est pas exactement ça, est très fort pour parler du racisme du Bourguignon ou du Berrichon, mais pas de l'arabe ou du noir, qui aussi peut être racisme, faut-il le rappeler. Alors moi déjà j'ai un problème, c'est que SOS Racisme ne veut pas entendre parler de racisme anti-blanc. Alors que quand des gens se font tabasser au cri de sale blanc, c'est du racisme. Parce que le racisme, il est universel. On peut être raciste contre les blancs, contre les noirs, contre les arabes, contre les asiatiques, contre tout le monde. D'accord ? Et ce qui m'insupporte encore plus, c'est quand on nous dit qu'il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc parce que c'est la caste dominante. Mais alors, dire une énormité aussi énorme, c'est dédouaner complètement l'antisémitisme. Parce que je tiens à rappeler que c'est les 20 ans de la mort d'Ilan Halimi, qu'on a commémoré vendredi dernier, et que Ilan Halimi a été tué. Pourquoi ? Parce que les Juifs avaient de l'argent. Ouais. Bah oui, les Juifs, c'est la classe dominante. Donc, il peut donc pas y avoir... Ils ont dû reclassifier comme... Voilà. Donc, comme dans ces cas-là, si on prend cette rhétorique, il ne peut pas y avoir d'antisémitisme. Donc, je dis niet. Non, moi, l'image que j'ai pour en revenir à Dominique Sopo et SOS Racisme, je les ai connus, moi, en 81, parce que à ce moment-là, j'étais garde du corps de ministre socialiste, donc je les ai assez côtoyés, là, toute la clique Harlem Désir et compagnie, qui a eu de très belles carrières politiques, d'ailleurs, grâce à ça. Hein. Qui a rien produit d'ailleurs, qui a produit même plus de racisme qu'on l'imagine, parce que c'était leur fonds de commerce à SOS Racisme. Hein. C'est une espèce d'usine à gaz associative qu'a monté Mitterrand, évidemment. Hein. Absolument. C'était exceptionnel. En 84, il fait très fort. Il fait inviter Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité et ils font des SOS Racisme. C'est exactement ça. Et c'est formidable. On a pris les quartiers pour des imbéciles, nos compatriotes des quartiers pour des imbéciles, et on les a utilisés. Ça a servi, puisque même Julien Drey, d'ailleurs, a fait une très belle carrière grâce à tout ça. Et je trouve que ces gens-là sont abjects. Donc, Dominique Sopo, il
il en fait partie. Comme disait très justement Philippe Bilger, le racisme anti-blanc, comme par hasard, il n'existe pas. Alors on nous explique que non, parce que les blancs n'ont pas été colonisateurs, etc. Fait tout un truc à la con, qui représente rien. Ils ont été colonisés aussi. Hein. Oui, non, mais c'est bien sûr. Oui. Et puis les Noirs ont aussi été esclavagistes en Afrique, donc il ne faut pas l'oublier, tout ça. Et je trouve que c'est totalement aberrant les propos que tient notre ami Dominique Sopo, quoi. Samuel. Moi, j'étais passé totalement à côté pour une simple et bonne raison. Ce que dit SOS Racisme, mais eux, au même titre que d'autres associations qui je considère en font trop, et alors pour vous faire plaisir Philippe, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Il adore ça, il ramène toujours à l'extrême droite. Il vous titille, hein. Il y a un point chez Bruno auquel j'aimerais répondre et qui n'a rien à voir, c'est quand vous parlez de Julien Drey en disant il a fait carrière grâce à ça. Oui, comme toi. Permettez-moi de vous emprunter une expression Philippe, on va remettre l'église au milieu du village. Julien Drey a été, entre les années 80 et le début des années 2010, l'une des plus grandes éminences grises qu'ait pu avoir le Parti socialiste, et surtout il a été un exemple pour beaucoup de personnes, à savoir aussi pour quelqu'un qui s'appelle, qui aujourd'hui est persona non grata, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est inspiré justement de toute l'intelligence qu'il pouvait avoir, sa manière de... Oui, il l'a été. Il l'a été, il ne l'est plus parce que François Hollande lui mettait la matraque régulièrement. Ceci étant dit, Julien Drey a quand même eu une carrière qui dépasse le cadre de SOS Racisme. Il a su s'en démarquer, il a su se remettre en question, et surtout il a été, comme je vous le disais, une des grandes éminences grises du Parti socialiste pendant 30 ans. Oui, voilà, c'était juste pour... C'est remis en question, disons. Un peu d'équilibre, il y a autant que possible. Je trouve que Samuel Botton a une neutralité quasi helvétique. Il s'arrondit, quoi. Bah oui, alors là, c'est... ça a commencé un peu violemment, et puis il s'arrondit au fur et à mesure. Mais il est trop mais c'est quand on a les conclusions de vraie neutralité. Il est tellement rond qu'il me fait penser à Gérard Larcher. Fermez les frigos, je ne prends pas de petit déjeuner, Philippe. Allez les amis, on reste ensemble bien entendu, 0826 300 300 si vous voulez participer et débattre avec nos vraies voix du jour. On sera ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Après 19h, vous retrouverez Philippe David et Jean-Louis Bourneau. Non, François Louis. J'ai dit quoi? Jean-Louis. Jean-Louis Borloo, j'ai dit. Oui, invité exceptionnel. Il est monté en grade. C'est ça. Finalement, il viendra pas. Donc, on va prendre François-Louis Bourneau, si ça vous dérange pas, avec les sujets du jour qu'on vous donnera dans un instant, parce que je crois qu'on n'est plus capable. Et dans un instant, on reviendra avec Christine Bouillot sur les intempéries qui se poursuivent en France. La Gironde et le Lot-et-Garonne sont toujours placés en vigilance rouge crue. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.